4 juillet 1987. Unité Nord, pénitencier du Nouveau-Mexique, juste à l'extérieur de Santa Fe. Le ciel est noir et agité. Un vent rigide fait claquer les barbelés au-dessus d'une forteresse construite pour les hommes les plus dangereux de l'État. À l'intérieur, l'Unité Nord dort dans un silence inquiet. Des couloirs de béton bordés des visages de tueurs, de violeurs, d'hommes purgeant des peines à vie sans espoir et n'ayant plus rien à perdre. C'est le niveau 6, le bout de la ligne. Chaque porte est en acier, chaque mouvement est surveillé, et la routine est la seule chose plus forte que les murs ici. Mais alors que la première lumière saigne sur le désert, cette routine est sur le point de se briser. En quelques minutes, 7 détenus vont faire l'impossible. Ils vont s'évader, disparaître dans la nature et transformer le jour de l'indépendance en la nuit la plus traquée de l'histoire du Nouveau-Mexique. Cette journée deviendra un cauchemar éveillé pour les gardiens, la ville et chaque famille dans un rayon de 100 miles. Ce qui se déploie n'est pas un accident. Ce plan est né de mois, peut-être d'années, de préparation minutieuse et invisible. Des questions flottent dans l'air avant que l'alarme ne sonne. Comment ont-ils fait? Qui a ouvert la porte, fait passer l'arme en contrebande, cartographié les angles morts et tué les alarmes? Et alors que le soleil se lève, une chose est sûre. Les hommes qui ont construit les murs sont sur le point de découvrir ce qui arrive quand les monstres sortent. Au niveau 6, la routine et le danger dorment côte à côte dans le silence du béton, où chaque léger mouvement peut transformer des minutes ordinaires en violence. Pour William Gilbert, un quadruple meurtrier dont la seule présence draine la couleur des visages des gardiens, chaque jour est le même. Serpillière et seau, silence, le bourdonnement des lumières fluorescentes. Mais Gilbert n'a pas obtenu le travail de concierge par hasard. Pendant des mois, peut-être des années, il a travaillé pour être juste une autre paire de mains stables, prenant les équipes fastidieuses, se fondant dans le décor, ne faisant jamais de vagues. Sa tranquillité lui vaut la confiance. C'était un travail qui offrait un pouvoir subtil, balayant devant chaque porte verrouillée, notant les habitudes des gardiens, s'attardant près du bureau de sécurité un battement plus longtemps que nécessaire. Aux yeux du personnel, il était devenu partie du décor, fiable et invisible. Mais ce matin, la ligne entre ces deux états disparaît. Dans un retournement de situation fou, Gilbert produit un pistolet, une arme que personne n'a jamais réussi à tracer. Et en quelques instants, il a libéré 6 autres détenus de leur cellule. James Kinslow, un violeur en série et tueur. David Galagos, un braqueur armé. Robert Davis, un ancien policier devenu criminel. John Schmidt, Héctor Torres et Michael Romero, chacun purgeant une peine pour des crimes qui transforment leur nom en avertissement. Il n'y a pas de mouvement gaspillé. Ils se forcent dans la salle de contrôle, neutralisent les gardiens et grimpent une échelle de maintenance vers une trappe d'urgence. Ils tirent un gardien avec eux, comme otage, se déplaçant le long du toit avec la certitude nerveuse d'hommes qui ont répété cette traversée dans leur esprit une centaine de fois auparavant. Ils cherchent le point où la clôture du périmètre se replie dans le bâtiment, où un saut court les mettra à l'extérieur. Quand ils le trouvent, ils bougent rapidement, menottant le gardien à la clôture, ne faisant aucune menace, bougeant juste avec l'efficacité d'hommes n'ayant plus rien à perdre. En quelques secondes, ils sont partis, se glissant dans les broussailles sauvages entourant la prison. Le gardien, étourdi mais vivant, titube vers le téléphone le plus proche et déclenche l'alarme. Pour la première fois en années, les murs ne signifient rien. À l'intérieur, les officiels sont stupéfaits, pris entre l'incrédulité et la panique, alors qu'ils réalisent que l'unité Nord, supposément la plus sécurisée de l'État, a échoué en moins de 2 minutes. Il n'y a pas de gardien dans la tour pour les repérer. Les capteurs du toit, censés être la dernière ligne de défense,
sont morts, tués par les coupes budgétaires et l'indifférence. Personne ne sait encore si les évadés ont trouvé cette faiblesse par chance ou par conception. Et voilà, cet homme, chacun n'ayant rien à perdre, se déplace maintenant libre. En quelques minutes, la prison se verrouille, un mur de confusion s'élevant juste alors que les fugitifs disparaissent dans l'aube et chaque officier de l'État sera bientôt en alerte maximale, leurs visages et noms se répandant à travers les radios, fax et bouche à oreille plus vite qu'aucune voiture ne pourrait rouler. Et ainsi, le jeu commence. 7 hommes dans le vent. Le système qui a construit les murs soudain laissés, ne tenant que des questions, et un État se réveillant à la possibilité que, pour la première fois en mémoire, les monstres sont à l'extérieur, regardant vers l'intérieur. Au moment où l'alarme est déclenchée, chaque couche fragile de routine carcérale s'effondre. À l'intérieur du pénitencier du Nouveau-Mexique, les officiers sprintent dans des couloirs glissants de peur, radios pressées à leurs lèvres, appelant des décomptes frénétiques qui révèlent 7 noms et 7 espaces vides. Dehors, le souvenir d'un jour de l'indépendance calme et sans événement semble déjà être un mensonge. C'était un jour de l'indépendance, brisé par la connaissance qu'une nouvelle crise éclate et se répand dans le monde. Il y a des cris dans les salles de contrôle, des clés qui tintent alors que les verrous sont jetés, des radios qui crépitent avec des voix trop urgentes pour attendre leur tour. Il y a une bousculade pour sceller chaque aile, verrouiller les cours et poster des hommes à chaque porte et clôture de périmètre. Mais pour les 7 qui sont déjà partis, la vague de marée d'action et de bruit n'est rien d'autre qu'énergie gaspillée. C'est aussi inutile que de crier au vent. Enfilant encore son uniforme, le directeur compose la police d'État du Nouveau-Mexique. Sa voix tremble comme une onde de choc, prenant de l'ampleur à chaque nouveau récit. 7 braqueurs armés, violeurs, meurtriers, des noms qui font même les officiers vétérans faire une pause et échanger des regards inquiets. Gilbert, Kinslow, Gallegos, Davis, Schmidt, Torres, Romero, des hommes avec de longues mémoires et rien à perdre, vus pour la dernière fois disparaissant dans les broussailles qui bordent les clôtures arrière de la prison, se déplaçant rapidement, possiblement armés et vraiment désespérés. En quelques minutes, un patchwork de police, adjoints du shérif, patrouilleurs d'État et officiers tribaux de pupilles de haut en bas du Rio Grande est déployé à travers la région. Ils attachent leur radio à leurs gilets, et l'adrénaline monte dans chaque mot alors qu'ils claquent des barrages routiers sur chaque autoroute, route de comté et route secondaire sortant de Santa Fe. Cela transforme une partie du nord du Nouveau-Mexique en une grille de points de contrôle et de tension, et chaque homme se demande quelle voiture qui passe ou ombre dans les broussailles pourrait cacher un tueur. Des hélicoptères sont lancés et équipés de caméras infrarouges pour trancher à travers les broussailles et l'obscurité, avec leurs pilotes scannant pour toute trace de mouvement. En même temps, des unités canines travaillent les pistes d'odeur laissées par les évadés, chaque chien tirant sur la laisse alors qu'il trace des chemins qui se terminent froidement à l'Interstate 25. Trop propre, trop soudain, faisant allusion à une voiture qui attend, à de l'aide extérieure, à un plan plus organisé que quiconque ne veut l'admettre. À l'intérieur de l'unité nord, les questions se multiplient, alors que les enquêteurs déchirent les blocs de cellules pour des indices, confisquant cartes, codes radio, cartes aéronautiques, et preuve que les hommes ne se sont pas enfuis aveuglément, mais ont mené une évasion si méticuleusement préparée que même le personnel expérimenté est forcé de se demander combien de fissures traversent leur soi-disant forteresse. Quelqu'un a fait passer une arme à l'intérieur en contrebande? Quelqu'un a fourni la connaissance des capteurs, tours et horaires, et peut-être quelqu'un a attendu au-delà des murs avec de l'argent, une voiture et une feuille de route hors de l'État. Le public est notifié, d'abord avec un bulletin, puis avec un barrage de photos d'identité judiciaire et d'avertissements qui peignent Santa Fe
comme une ville assiégée par ses propres parias. Le message incontournable, ce ne sont pas des voleurs cherchant un score, mais des hommes qui ont déjà tué, qui tueront encore et qui ont maintenant toutes les raisons de voir le monde comme une proie et la loi comme une menace à détruire. Le gouverneur, pressé par la panique montante et hanté par le spectre de l'effusion de sang, émet un ordre extraordinaire. Utiliser la garde nationale, sceller les routes et, si nécessaire, tirer pour tuer. Pour la première fois en mémoire vivante, les citoyens du Nouveau-Mexique se trouvent au centre d'une histoire dans laquelle chaque ombre pourrait cacher un fugitif, et chaque coup à la porte pourrait signifier la vie ou la mort. Le périmètre s'étend. Des centaines d'officiers, certains sur des motos tout-terrain, balayent la terre en cercle toujours plus large, fouillant ravins, vérifiant granges et interrogeant quiconque avec une histoire qui ne colle pas tout à fait. Pendant ce temps, à la prison, les officiels travaillent à travers d'interminables journaux de visiteurs, registres d'écume, et chaque bout de communication, désespéré de trouver le fil qui pourrait démêler le plan et fermer le filet avant que les hommes ne disparaissent pour de bon. Mais alors que les heures glissent et que le soleil se lève sur le désert, personne ne sait s'il chasse des ombres, des fantômes ou des hommes déjà bien au-delà de la portée de la loi. 2 jours passent et chaque heure qui passe aiguise l'anxiété à Santa Fe, alors que police et agents du FBI travaillent des équipes doubles, calmant chaque ruelle arrière, rivière et étendue solitaire de désert pour les 7 hommes dont les photos d'identité judiciaire tapissent maintenant les fenêtres de chaque station-service et dont les noms ancrent chaque rapport de nouvelles. Chaque bout moussé d'une résidence nerveuse et des escouades se précipitant, lumière clignotante dans des rues qui n'ont pas vu cette présence policière depuis des décennies. À l'intérieur de la salle de guerre, des piles de pistes s'accumulent plus haut, des étrangers vus se déplaçant à travers les quartiers, des voitures étranges abandonnées au bord de la ville, un repas à moitié mangé laissé sur un porche. Pourtant, la plupart des pistes se terminent en déception. De fausses alarmes qui ne font que renforcer le sentiment de terreur qui grandit parmi les officiers et civils également, qui savent qu'il ne faut qu'une erreur, qu'un moment d'inattention, pour qu'une maison soit envahie ou qu'une vie soit terminée. La première vraie fissure vient non pas d'une fusillade ou d'une poursuite en voiture, mais d'un simple acte de vigilance. À un hippodrome à 2 miles de la prison, un gardien de sécurité en patrouille repère une silhouette solitaire se déplaçant maladroitement à travers la brume matinale. Agissant sur pur instinct aiguisé par des jours de tension, il confronte l'étranger avant que l'homme ne puisse s'enfuir, le menotte et radio pour du renfort. En quelques minutes, le suspect est confirmé comme étant Héctor Torres, un des évadés, épuisé et désorienté, dont sa propre histoire est aussi fracturée que les circonstances qui l'ont libéré. Les interrogateurs pressent Torres pour des noms et routes, pour des indices d'un plan plus large, mais il offre peu, prétendant avoir erré pendant des heures sans direction et aucune connaissance des vrais architectes derrière l'évasion. Sa capture est un léger soulagement, mais ne fait qu'intensifier la pression pour localiser les 6 restants, surtout alors que chaque officier dans la recherche comprend que les hommes les plus dangereux, Gilbert, Kinslow, Gallegos et Davis, sont encore en liberté et, si Torres dit la vérité, travaillent en équipe avec une impitoyabilité que l'État n'a pas vue depuis des décennies. Le signe suivant vient non pas du travail policier, mais des yeux nerveux d'une adolescente. Elle soit assise avec sa jeune cousine dans une banlieue calme de Santa Fe. Elle jette un coup d'œil par une fenêtre et voit un homme approchant la maison, appelant la police alors qu'il essaie les portes et fenêtres, sa voix tremblant alors qu'elle décrit chaque mouvement au répartiteur. Quand l'homme finalement fuit, la police ne trouve qu'un sac de pain volé. Pourtant,
l'identification positive de la fille de David Gallegos, un des fugitifs, envoie des équipes SWAT balayer à travers le quartier, fouillant chaque maison et cour dans un rayon d'1 mile de large. Pourtant, les fugitifs disparaissent, se fondant dans l'étendue calme de la ville, ne laissant que la peur dans leur sillage et la certitude croissante parmi les forces de l'ordre que les évadés ne se cachent pas seulement. Ils chassent, récupèrent, attendant un moment pour retourner les tables et glisser passer les barrages routiers étranglant chaque sortie de Santa Fe. Mais alors, à l'arrière d'un camion battant arrêté par un officier de patrouille d'autoroute 85 miles au sud, la police trouve Robert Davis, ancien flic devenu braqueur armé, se cachant sous une bâche. Son arrestation, contrairement à celle de Torres, est une percée de plus d'une façon, parce que, quand les détectives questionnent Davis, il finalement craque, reconstituant l'évasion depuis ses premiers stades et pointant la police vers le trio final. Gilbert, Kinslow et Gallegos, les hommes qui ont hanté les cauchemars de chaque homme de loi depuis le matin où l'alarme a d'abord sonné. Avec Davis en garde à vue, la chasse à l'homme pivote, la pression montant, alors que chaque officier sur l'affaire sait que plus longtemps les 3 derniers restent libres, plus dangereux ils deviennent, non seulement pour le public, mais pour quiconque ose se dresser sur leur chemin. Alors que les jours saignent dans les semaines, les 3 derniers fugitifs, William Gilbert, James Kinslow et David Gallegos, deviennent des fantômes dans les terres frontalières. Ils glissent passer le périmètre qui s'effondre des barrages routiers et du filet de police, aidés par des amis, de la famille, et un niveau de discipline que les forces de l'ordre admettent à contre-cœur être rare parmi les évadés de prison. Avec chaque jour qu'ils restent libres, la tension grandit, non seulement pour les officiers cherchants, mais pour chaque résident dans un rayon de 100 miles qui voit leur visage aux nouvelles du soir et se demandent combien de temps avant que leur rue calme ne se transforme en ligne de front. Les enquêteurs poussent passer l'épuisement, cyclant à travers des centaines de pistes, voitures abandonnées, cambriolages de fin de soirée, conseils chuchotés d'informateurs et de parents nerveux, jusqu'à ce qu'un motif émerge finalement, un qui pointe vers l'ouest, vers la frontière, vers la Californie, où les liens familiaux et l'anonymat des villes tentaculaires pourraient offrir aux fugitifs un moyen de disparaître pour de bon. Mais avant qu'ils ne puissent disparaître, les 3 hommes doivent survivre, manger, se cacher et risquer chaque rencontre pour quelques heures de liberté de plus. C'est ici, dans la tension entre fuite et survie, que la violence éclate. En Arizona, James Kinslow fait irruption dans la maison d'une famille, volant non seulement nourriture et armes, mais le sentiment de sécurité qui ancre la vie quotidienne. Il querelle la famille sous la menace d'une arme, les force dans leur voiture et, avec les parents terrifiés et leur fille de 11 ans, conduit pendant des centaines de miles à travers le désert, une crise d'otages mobile qui transforme chaque officier de patrouille d'autoroute en sauveur potentiel et chaque voiture qui passe en menace. Au moment où Kinslow abandonne les parents dans une chambre de motel et fuit avec leur fille en Californie, la peur des forces de l'ordre se transforme en action. Les agents du FBI et la police locale se rapprochent de la zone frontalière, traquant les mouvements de Kinslow avec une urgence égalée seulement par l'urgence de la vie d'un enfant en jeu. C'est à travers à la fois la chance et le courage de l'enfant qu'après des heures en fuite, elle s'échappe et trouve de l'aide. Elle fait signe à une voiture de patrouille et transmet des détails qui aideront à fermer le nœud coulant autour de Kinslow et, par extension, les fugitifs restants. Son courage donne à la police la percée dont elle a besoin. Et bientôt, les détectives de Garden Grove encerclent le quartier, yeux épluchés pour la camionnette volée et les hommes dont la liberté a toujours été mesurée en sang et peur. Dans l'obscurité d'avant l'aube, alors que l'équipe SWAT s'avance, le drame final se joue non pas avec une fusillade, mais avec une grenade aveuglante et une fleurie d'arrestations,
Kinslow est pris sans résistance, ses armes éparpillées sur le sol de la camionnette, et dans un dernier acte d'autopréservation, il abandonne Gilbert et Galagos, disant au FBI exactement où les trouver. Juste à quelques blocs, se cachant dans un motel, entourés par la loi, leur dernier moment de liberté glisse déjà. Alors que l'aube se lève, le FBI bouge vite et dur, assaillant la chambre de motel, armes tirées, adrénaline haute, et en quelques secondes, William Gilbert et David Galagos sont en garde à vue. Les mois de planification, la fuite désespérée, la violence et la peur, tout cela se termine en quelques battements de cœur avec les meneurs face contre terre sur un tapis de motel bon marché, la chasse terminée. Mais alors que les derniers fugitifs sont ramenés derrière les barbelés et que chaque titre déclare victoire, une question plane encore dans l'air vicié de l'unité Nord. Une question qu'aucun directeur, aucun agent du FBI et aucun enquêteur ne peut tout à fait répondre. Qui les a aidés? Était-ce un gardien tranquillement payé avant que l'alarme ne sonne? Un visiteur glissant plus que des cigarettes à travers le verre? Ou quelqu'un encore à l'intérieur, regardant depuis une cellule alors que l'histoire se jouait, planifiant déjà pour la prochaine fois? Personne ne trouve jamais le pistolet, et personne ne prend le crédit pour les cartes, les vêtements ou les courses hors de la ville. L'évasion est terminée, mais les secrets ne le sont pas. La personne qui a rendu les 7 de Santa Fe possibles est encore là-bas quelque part, à l'intérieur ou à l'extérieur. Quand les dernières menottes se ferment et que les lumières du motel s'estompent, le soulagement balaie à travers la communauté des forces de l'ordre et les rues de Santa Fe également. Mais l'histoire ne se termine pas avec 7 hommes en chaîne. Au lieu de cela, elle résonne à travers les salles d'audience, bureaux gouvernementaux et l'architecture même des prisons américaines, exposant un réseau d'échecs et un système tendu à son point de rupture. Dans les semaines suivant la capture, l'évasion est disséquée à chaque niveau. Comment un pistolet est arrivé à l'intérieur de l'unité Nord? Comment William Gilbert, un quadruple meurtrier, a orchestré une évasion si rapide et si disciplinée qu'elle a aveuglé même les directeurs les plus expérimentés? Comment les coupes budgétaires, alarmes inopérantes et une tour sans personnel ont laissé un gap assez large pour que 7 hommes disparaissent dans la nuit du désert? Et comment, en moins de 2 minutes, une journée de routine dans l'installation la plus sécurisée du Nouveau-Mexique s'est démêlée en chaos, mettant chaque famille à Santa Fe sur les nerfs et chaque officiel en alerte. L'indignation est instantanée. Les nouvelles locales éclaboussent photos d'identité judiciaire et failles de sécurité à travers la première page. Les politiciens promettent des enquêtes et le département des corrections fait face à un examen public dur, forcé d'admettre ce que tout le monde sait déjà. Le système s'est effondré et il a presque coûté des vies innocentes. En réponse, le Nouveau-Mexique lance une refonte rapide de son système pénitentiaire et des millions sont versés dans de nouvelles alarmes de périmètre, une meilleure surveillance, des salles de contrôle fortifiées et un entraînement du personnel plus rigoureux. Les politiques sont que les tours sont dotées en personnel 24 heures sur 24 et les protocoles pour décompte, verrouillage et réponse d'urgence sont exercés jusqu'à ce que chaque gardien sache ce qui est en jeu, non seulement pour les détenus, mais pour chaque citoyen vivant à portée de la prochaine évasion. Pour les hommes eux-mêmes, il n'y a pas de retour à la vie qu'ils connaissaient, même pas les routines sombres de leurs anciens blocs de cellules. Des charges additionnelles sont déposées, empilant des décennies sur des sentences déjà définies par violence et perte. Pour Gilbert, Kinslow, Gallegos et les autres, la libération conditionnelle est un mot qui n'aura plus jamais de sens. Chaque date de cour est rencontrée avec de nouvelles entraves, nouvelles sécurités, nouveaux rappels que quelle que soit la petite liberté qui a été goûtée en juillet 1987 ne sera jamais répétée. Pourtant, les cicatrices persistent. Pour les familles des otages,
pour les communautés secouées par invasion de domicile et enlèvement, et pour le système lui-même, à jamais hanté par la connaissance que même la forteresse la mieux conçue peut être percée si la bonne combinaison de ruse, chance et négligence s'aligne. À la fin, l'histoire des 7 de Santa Fe devient un avertissement gravé dans l'histoire des corrections américaines. Un rappel que chaque serrure n'est aussi forte que les gens qui tournent la clé, et que chaque système, peu importe à quel point sécurisé, est construit sur les décisions fragiles et faillibles des êtres humains. L'histoire ne se termine pas quand la dernière porte de cellule claque. Pour les 7 hommes qui ont brisé la sécurité de l'unité Nord, le prix de la liberté, si brève soit-elle, vient à échéance dans les suites bureaucratiques froides. Chaque évadé fait face à une nouvelle batterie de charges, évasion aggravée, enlèvement, agression sur personnel, possession d'armes, et pour certains, un nouveau compte de braquage armé ou vol de voitures commis pendant ces jours désespérés en fuite. Les procureurs ne perdent pas de temps. En quelques semaines, les actes d'accusation sont déposés et les hommes sont paradés de retour à travers les cours qu'ils pensaient avoir laissées derrière pour toujours. Les punitions sont sévères. L'isolement cellulaire devient la norme, non seulement comme pénalité, mais comme précaution. 23 heures par jour dans une cellule de béton, repas poussés à travers une fente, chaque possession personnelle confisquée, chaque privilège retiré. Les transferts suivent, l'un après l'autre, alors que le département des corrections éparpille les évadés vers des prisons distantes, de plus haute sécurité, unités Supermax au Colorado et en Arizona pour les meneurs, verrouillage disciplinaire pour le reste, tout contact entre eux interdit par ordre administratif strict. Pour William Gilbert, James Kinslow et David Gallegos, les architectes de l'évasion, il n'y a pas d'espoir de libération conditionnelle, pas de réduction pour temps servi, seulement une peine à vie qui grandit plus lourde avec chaque infraction ajoutée à leur dossier. Gilbert, purgeant déjà la vie pour meurtre, fait maintenant face à des décennies de plus en sentence empilées. Kinslow, dont les crimes après l'évasion hantent chaque rapport, est marqué trop dangereux pour même les installations d'État les plus dures, et passe les années suivantes en isolement presque total, déplacé seulement sous garde lourde, et parfois entravé par poignets et chevilles. Pour les autres, Davis, Schmidt, Torres et Romero, toute chance de libération anticipée disparaît. L'évasion devient une tâche qu'aucun conseil d'audience n'oubliera jamais. Mais les conséquences se répandent vers l'extérieur. Des douzaines d'officiers correctionnels font face à révision disciplinaire. Certains perdent leurs emplois, accusés de négligence, ou pire, cécité volontaire, ou même collaboration tranquille. La démission du directeur vient tranquillement, une victime de l'indignation publique et des retombées politiques. Les législateurs d'État demandent des enquêtes, et des moniteurs fédéraux arrivent pour auditer chaque procédure et angle mort dans l'ancien système. À la fin, la prison elle-même est changée. Nouvelles caméras, plus de postes armés, et la connaissance tranquille mais absolue que la prochaine tentative, si elle vient, fera face à une forteresse reconstruite. Ses faiblesses durcies dans la mémoire de juillet 1987. Pour les 7 de Santa Fe, il n'y a pas de gloire, seulement la certitude de faire que ce qui a commencé comme une offre pour la liberté se termine comme un compte d'avertissement écrit en dossier fermé, mur froid et années perdues aux suites. Les murs de la prison se dressent inchangés contre le vent du désert, mais à l'intérieur, rien n'est pareil. L'évasion laisse des cicatrices, certaines obvies, certaines invisibles. Dans les mois et années qui suivent, le système correctionnel entier du Nouveau-Mexique est mis en procès, non seulement dans les cours, mais dans la cour de l'opinion publique. Des grands jurys se convoquent, des rapports sont publiés, et les budgets de sécurité sont réécrits de haut en bas. Pour les familles des gardiens pris en otage, la terreur de ces heures persiste longtemps après que les titres s'estompent.
Pour les citoyens de Santa Fe, la mémoire des nuits blanches et portes verrouillées est lente à disparaître. Et pourtant, les questions restent que le dossier officiel ne répond jamais honnêtement. Qui a fait passer le pistolet en contrebande passer les détecteurs de métaux? Combien de personnels ont fermé les yeux? Ou pire, combien d'amis, membres de famille et connaissances distantes risquent tout pour un appel téléphonique, une course ou un sac d'épicerie laissé à un endroit préarrangé dans l'obscurité? Dans le récit officiel, tout est résolu. Nouveaux protocoles, technologies et visages dans les tours de guet. Mais à l'intérieur de la vieille Unité Nord, parmi les hommes qui se souviennent du 4 juillet 1987, il y a encore une connaissance tranquille que pour tout le béton et l'acier, pour toutes les nouvelles serrures et patrouilles armées, la ligne entre ordre et chaos est plus mince que la plupart des gens se soucient d'admettre. Pour les forces de l'ordre, c'est une histoire avec une fin propre. 7 hommes dehors, 7 hommes rentrés, et une liste de leçons apprises en encre dure et heures supplémentaires. Mais pour le système lui-même, l'héritage est plus compliqué. L'évasion des 7 de Santa Fe expose chaque faiblesse, les échecs de la bureaucratie, le danger du sous-financement et le coût de la complaisance. À la fin, la prison n'est qu'un miroir reflétant le désespoir de ses détenus et les angles morts de ceux qui les gardent. Et alors que la poussière retombe, le dernier mot n'appartient ni aux prisonniers, ni aux gardiens, ni même aux hommes qui ont mené la chasse à l'homme, mais à la question non dite que chaque directeur, chaque gardien, chaque résident de Santa Fe se pose encore quand le vent fait claquer les barbelés la nuit. Si c'est arrivé une fois, cela pourrait-il arriver encore? Si vous avez trouvé cette histoire captivante, abonnez-vous pour plus de vrais crimes et d'histoires réelles. Quelles autres histoires de prison voulez-vous voir ensuite? Faites-nous savoir dans les commentaires ci-dessous. Et souvenez-vous, parfois les murs les plus sécurisés cachent les fissures les plus profondes.